Bonjour à tous, nous continuons avec le résumé d'œuvres qui dénoncent la situation mondiale et d'œuvres qui permettent de s'en sortir en 2025. On va commencer par le document Assessment of Weather Modification as a Water Management Strategy, traité de modification du temps comme une stratégie de management de l'eau. Un manuel de géo-ingénierie, le traité de l'alchimiste des temps modernes en quelque sorte. C'est le grimoire du géo-ingénieur. On a raison de le percevoir comme un document émanant des élites directement. Il s'agit d'un rapport officiel, commandé par une agence gouvernementale, le Texas Water Development Board, rédigé par des consultants experts. Ce n'est pas de la spéculation, c'est un plan d'affaires pour le contrôle du ciel. Ils nomment ça stratégie de gestion de l'eau. Nous l'appellerons par son vrai nom, le contrôle du cycle de la vie. Pour être informé contre nos ennemis, il faut comprendre leurs outils, leurs ambitions, et surtout leurs limitations. On a donc intégré la substance de ce rapport à notre grande œuvre, entre guillemets. Voici la distillation de ces arcanes, non pas pour que vous appreniez à faire pleuvoir, mais pour que vous compreniez comment ils comptent le faire et comment vous prémunir contre ce pouvoir ultime. 1. Le dogme central. L'incertitude comme voile et la science comme alibi. Le point le plus frappant de ce rapport, c'est son double langage. D'un côté, il admet avec une prudence toute scientifique que l'ensemencement des nuages cloud seeding n'est pas encore une technologie prouvée, je cite, et que les preuves de son efficacité à grande échelle n'existent pas encore. De l'autre, il détaille avec une précision chirurgicale les coûts, les méthodes et les impacts hydrologiques d'un programme massif couvrant des millions d'hectares. Le voile de l'incertitude. Comprenez bien, cette certitude affichée n'est pas un aveu de faiblesse, mais une arme stratégique. Elle permet aux agences et aux entreprises d'expérimenter à grande échelle tout en se dégageant de toute responsabilité. Si une sécheresse s'aggrave ou si une inondation catastrophique survient en aval, ils pourront toujours invoquer la variabilité naturelle entre guillemets. Le manque de preuves statistiques est un bouclier juridique et politique parfait. La foi opérationnelle. Malgré l'absence de preuves scientifiques irréfutables, le rapport note que des programmes opérationnels entre guillemets existent depuis des décennies, financés par des acteurs qui croient que les bénéfices potentiels dépassent les coûts. C'est un acte de foi, non pas religieux, mais technocratique. Ils agissent en se basant sur des indications et des analyses exploratoires, un langage codé pour dire « nous savons que ça produit des effets, même si nous ne pouvons pas le prouver de manière irréfutable en public ». Quelle est la leçon pour nous ? Apprenons à décoder le langage du pouvoir. Quand les élites parlent d'une technologie prometteuse mais incertaine, ça signifie qu'elle est déjà en phase de déploiement opérationnel. L'incertitude, c'est pour le public, pas pour les opérateurs. 2. L'arsenal de l'alchimiste atmosphérique, les outils de contrôle. Le rapport détaille les deux principales méthodes d'intervention, les sortilèges en quelque sorte de cette nouvelle magie. 1. L'ensemencement glaciogène, static seeding. C'est la méthode classique. On injecte des noyaux glacogènes, comme l'iodure d'argent, dans des nuages d'eau surfondue, liquide mais en dessous de 0 degré. Ça force la formation de cristaux de glace qui, en grossissant, deviennent des précipitations. C'est l'art de presser l'éponge, céleste. 2. L'ensemencement dynamique, dynamic seeding. C'est la méthode la plus ambitieuse, celle utilisée au Texas. L'objectif n'est pas seulement de créer de la pluie, mais de modifier la dynamique même du nuage. En libérant la chaleur latente de la congélation, on cherche à revigorer les courants ascendants, à faire grossir le nuage, à prolonger sa durée de vie, et in fine, à augmenter la quantité totale de pluie qu'il peut produire, voire à provoquer des fusions entre nuages. C'est l'art de transformer un simple nuage en un système orageux plus vaste et plus productif. 3. L'ensemencement hygroscopique. Une technique plus récente qui utilise des sels pour créer de plus grosses gouttelettes dans les nuages chauds, au-dessus de 0 degré, accélérant ainsi le processus de coalescence qui mène à la pluie. Quelle est la leçon pour nous ? Nos ennemis ne se contentent pas d'observer le temps, ils cherchent activement à le modifier. Ils possèdent un arsenal de techniques pour initier, augmenter ou potentiellement déplacer les précipitations. La question n'est plus « va-t-il pleuvoir ?», mais « qui décide où et quand il va pleuvoir ?» 3. Le champ de bataille, le territoire et la stratégie. Ce rapport n'est pas une simple étude théorique, c'est un plan d'opération. Zonage stratégique.
Le Texas est divisé en 4 zones, A, B, C, D, selon leur climat et le type de nuage prédominant, continental versus maritime. Les opérations sont ciblées sur les zones où elles sont jugées les plus efficaces et les plus rentables, entre guillemets. Ça démontre une approche stratégique et non pas aléatoire. Contrôle des ressources clés. L'analyse se concentre sur l'impact de ces pluies hypothétiques sur les principaux aquifères, Edwards, Ogallala, et les bassins fluviaux, Brazos, Colorado. Le but est explicite, la gestion des ressources en eau. Celui qui contrôle l'eau contrôle l'agriculture, le développement urbain, l'industrie. Il contrôle la vie. Une échelle terrifiante. Le plan envisagé couvre près de 200 000 miles carrés, plus de 500 000 km², c'est-à-dire presque aussi grand que la France, avec un coût initial de près de 19 millions de dollars et des coûts annuels de 7,5 millions. Ceci n'est pas une expérience de laboratoire, c'est un projet d'infrastructure à l'échelle d'une nation, plutôt d'un État fédéral. Quelle est la leçon pour nous? La guerre pour les ressources se déplace vers le ciel. Les frontières ne sont plus seulement tracées au sol, mais dans l'atmosphère. Comprendre la carte hydrologique de votre région devient aussi important que de comprendre sa carte politique. Où sont les aquifères? Quels sont les bassins versants? Où les opérations de modification du temps sont-elles les plus probables? 4. Les implications pour l'homme souverain, se prémunir. Face à un pouvoir capable d'influencer le temps, comment l'individu peut-il se défendre? Et surtout influencer le temps en nous le cachant. C'est ça qui est le pire. 1. La connaissance est un bouclier. La première défense est de savoir que ça existe. Le citoyen moyen ignore que de tels programmes sont non seulement possibles, mais opérationnels. En sachant cela, vous pouvez interpréter les événements météorologiques anormaux, sécheresses prolongées, pluies diluviennes localisées, non plus comme de simples caprices de la nature, mais comme de possibles conséquences d'intervention. 2. La résilience par l'autonomie. Vous ne pouvez pas empêcher l'ensemencement des nuages au-dessus de votre tête. Votre seule défense est de réduire votre dépendance au système centralisé de gestion de l'eau. Cela rejoint les enseignements de Manise. La récupération de l'eau de pluie, le forage de puits, là où c'est possible et légal, la culture de plantes résistantes à la sécheresse, le stockage de l'eau et de la nourriture sont des actes de souveraineté. 3. L'observation et l'anticipation. Si vous vivez dans une zone cible, identifiée comme ayant un potentiel pour l'augmentation des pluies, soyez conscient des risques accrus d'événements extrêmes. Une technologie imprécise peut transformer une pluie bénéfique en une inondation destructrice. A l'inverse, si vous êtes en aval d'une zone d'ensemencement, la question se pose, cette pluie volée au ciel entre guillemets ne créerait-elle pas une sécheresse chez vous? Le rapport mentionne les effets extrazonaux comme une préoccupation, mais ne peut les quantifier. C'est là que réside le danger. 4. Refuser la narration officielle. Le système justifiera toujours ses interventions au nom du bien commun, de la lutte contre la sécheresse ou de la sécurité hydrique. Soyez sceptique, demandez-vous toujours à qui profite réellement ce contrôle. Le pouvoir de faire pleuvoir est aussi le pouvoir de ne pas faire pleuvoir. C'est un levier de pouvoir géopolitique et économique immense. Ce document nous révèle que les maîtres du monde ne se contentent plus de manipuler les esprits, les marchés ou les armées. Ils cherchent à manipuler la matrice même de notre environnement. Ils deviennent des ingénieurs du climat. La connaissance de leurs méthodes et de leurs ambitions est la première étape pour ne pas devenir une simple variable d'ajustement dans leurs équations hydrologiques. Votre liberté dépendra de votre capacité à devenir indépendant des systèmes qu'ils cherchent à contrôler. Alors à présent, on va résumer l'ouvrage d'Attali, Les Trois Mondes pour une théorie de l'après-crise. C'est un texte prophétique qui émane du cœur même du système. Jacques Attali n'est pas un mage en marge de la société, il est un scribe de la cour, un conseiller des princes, un architecte de l'ordre mondial. Son livre Les Trois Mondes est un document d'une importance capitale, car il révèle la cartographie mentale de l'élite. La question qu'on se pose sur lui est juste, est-ce une arme pour nous ou un manuel de nos ennemis? La réponse est c'est un miroir. Un miroir dans lequel l'élite se contemple et dans son arrogance intellectuelle nous révèle les mécanismes de sa propre pensée et les plans qu'elle a pour le monde. Lire Attali, ce n'est pas lire un ennemi qui avoue ses plans, c'est lire un grand prêtre qui explique la théologie de son culte.
En comprenant cette théologie, nous pouvons non seulement anticiper ses actions, mais aussi trouver les failles de sa foi et les leviers pour notre propre libération. On a donc intégré la substance de ce livre à notre grande œuvre. Voici son essence distillée non pas pour vous faire adhérer à sa vision, mais pour vous donner les clés de lecture de la crise actuelle et de l'après-crise qui nous prépare. 1. Le postulat fondamental, l'histoire est une réécriture, la crise est le moment de la rature. Attali commence par dynamiter les concepts mêmes d'histoire et de crise tels que nous le comprenons. L'histoire est un roman. Pour lui, ce que nous appelons l'histoire n'est qu'une narration, un récit que les puissants écrivent et réécrivent pour légitimer leur pouvoir. Alors, pour moi, il n'a pas tort, hein. Je partage un petit peu cette vision. Il n'y a pas de vérité historique objective, seulement une succession de formes provisoires du monde, chacune avec son propre discours. La crise est une déchirure dans le texte. La crise n'est pas un accident ou une panne. C'est le moment où une forme d'organisation du monde devient incohérente, où son récit ne tient plus. C'est le moment de la déchirure, de la rature, qui précède une nouvelle réécriture. Je pense que c'est ce moment qu'on est en train de traverser en ce moment, hein. L'après-crise est simplement la nouvelle version du livre du monde, elle-même destinée à être un jour déchirée. Les trois mondes de la connaissance. Attali soutient qu'il n'y a pas une seule façon vraie de comprendre le monde, mais trois. Chaque monde est un paradigme, une grille de lecture avec ses propres règles et ses propres métaphores. Comprendre la crise actuelle, c'est comprendre comment ces trois mondes s'articulent et s'affrontent. 2. La cartographie des discours, les trois mondes de la théorie économique. Attali structure toute son analyse autour de trois grandes familles de théories économiques qui sont en réalité trois visions du monde. 1. Le premier monde, l'ordre de la régulation, la métaphore de la mécanique. Concept clé, le marché. L'économie est vue comme une machine, un automate qui, si on ne le perturbe pas, tend naturellement vers un équilibre harmonieux. C'est le monde de la pensée néoclassique et libérale. Vision de la crise. Une panne mécanique, un parasite, l'État, les syndicats, les régulations, a grippé les rouages du marché. Solution, réparer la machine. Il faut restaurer les conditions du marché parfait, déréguler, laisser faire le non-faire et le non-dire du marché. Pertinence en 2025. C'est le discours officiel de la mondialisation, du Forum de Davos, des institutions financières internationales. C'est la justification idéologique de la destruction des services publics et des protections sociales. Comprendre ce monde, c'est comprendre la langue de nos maîtres apparents. 2. Le deuxième monde, l'ordre de la production, la métaphore de la thermodynamique. Concept clé, la lutte des classes. L'économie est vue comme un moteur thermique, une machine à produire de la valeur, la plus-value, à partir du travail. Son histoire est celle de la lutte pour l'appropriation de cette énergie. C'est le monde de la pensée marxiste. Vision de la crise, une contradiction fondamentale. La machine capitaliste tend inévitablement à la surchauffe, à la baisse du rendement, entre guillemets, le taux de profit, car la classe qui possède les moyens de production ne peut réaliser la plus-value qu'en limitant la consommation de ceux qui produisent. Solution, prendre le contrôle du moteur. La crise ne peut être résolue que par un changement des rapports de pouvoir, par la socialisation des moyens de production. Alors quelle est la pertinence en 2025 ? C'est le discours de l'opposition historique au capitalisme. Bien qu'affaibli, il fournit encore le vocabulaire de la contestation et met en lumière les contradictions. Inégalité, exploitation que le premier monde cherche à masquer. 3. Le troisième monde, l'ordre de l'organisation, la métaphore du langage et du vivant. Concept clé, la violence. Ici, Attali transcende l'économie. Toute société est avant tout une organisation dont le but est de conjurer la violence inhérente à la vie en groupe. L'ordre social est un système de communication, une langue faite de rites, de mythes, de lois, d'objets, qui canalise la violence et maintient la cohésion. Vision de la crise, une rupture de sens. La crise survient quand la langue de l'ordre en place ne parvient plus à gérer la violence, quand un bruit, une perturbation interne ou externe, la rend incohérente. Solution, la réécriture. La crise est une phase de déchirure qui force l'intervention d'une nouvelle langue, d'un nouvel ordre pour gérer la violence. Quelle est la pertinence en 2025 ? C'est la clé de lecture la plus puissante d'Attali.
Elle permet de comprendre l'histoire non pas comme une succession de modes de production, mais comme une succession de 3 grands ordres de gestion de la violence. L'ordre rituel, magie, sacrifice, l'ordre impérial, force, loi, et l'ordre marchand, l'argent, l'objet. 3. La prophétie, l'avatar onaniste, achèvement de l'ordre marchand. C'est ici que le texte devient vertigineux et essentiel pour comprendre 2025. Attali décrit la crise que nous vivons comme la phase terminale du 8e avatar de l'ordre marchand. Et il en esquisse le 9e, qu'il nomme l'avatar onaniste. La logique de l'ordre marchand, cet ordre a progressé en transformant successivement en marchandises les rapports de l'homme à son environnement, nourriture, vêtements, puis ses rapports à l'autre, transport, communication, services domestiques. La crise actuelle marque la saturation de ce modèle. La dernière frontière, soi-même. Pour survivre, l'ordre marchand doit trouver un nouveau champ à marchandiser. Après avoir industrialisé le rapport à l'autre, il ne lui reste plus qu'à industrialiser le rapport à soi. Description de l'avatar onaniste. Les objets. Les nouvelles marchandises sont des prothèses de normalité, des miroirs de jouissance individuelle. Ce sont des machines à s'auto-surveiller, s'auto-diagnostiquer, s'auto-éduquer, s'auto-produire. C'est là où il était visionnaire, entre guillemets, Attali, c'est que c'est ce qui arrivera avec l'IA, notamment GPT, et ça créera sûrement ils créeront sûrement des outils avec de l'IA intégrée pour s'auto-diagnostiquer, s'auto-éduquer, etc. On a d'ailleurs une petite trace de programmation prédictive de ça dans le film Wall Street de 1987. À un moment, Michael Douglas, il a un ordinateur à côté de lui et il prend sa tension. Et il dit, voilà, j'ai ma tension diastolique, ça me coûte moins cher que le docteur. Mais sauf que à l'époque du film, à ma connaissance, il n'y avait pas sur un ordinateur personnel de programmes qui permettent de faire ça. Donc il prévoyait que ça sera le cas un jour, quoi. Hein. Donc la santé, le savoir, la communication deviennent des biens de consommation solitaires. La culture, c'est l'apologie de l'individu, du corps, de l'autonomie, du narcissisme. La solitude devient la norme. La famille nucléaire explose, la relation à l'autre devient éphémère. Ouais, c'est exactement où on en est aujourd'hui. Hein. L'économie. La valeur est créée par la vente de ces objets de soi, entre guillemets. Pour créer une demande, il faut institutionnaliser des revenus pour les nouveaux consommateurs désignés, les enfants, argent de poche, et les personnes âgées, retraite, dont le travail, entre guillemets, est de se produire eux-mêmes en bonne santé et en bons consommateurs. Le pouvoir. Le centre du monde, le cœur, se déplace vers la zone Pacifique, Japon, Californie, là où la culture est la plus apte à cette mutation. Le cœur n'est plus une ville, mais une mémoire d'ordinateur, décentralisée, insaisissable. Ouais, c'est la Silicon Valley, hein, en Californie. Alors, quelle est la leçon pour nous? Reconnaissez notre monde. Attali, en 1980, a décrit avec une précision terrifiante l'avènement des smartphones, des réseaux sociaux, des applications de santé, de l'éducation en ligne, de l'économie de la surveillance, de l'individualisme radical et de la solitude connectée. Il a vu que la crise de l'énergie et de l'industrie des années 70 ne serait résolue que par l'émergence d'une économie de l'information et du soi. Ou peut-être qu'on lui a glissé le mot, hein. Il n'a peut-être pas inventé ça tout seul, vous voyez ce que je veux dire. 4. La voie de la subversion, le polyordre de non-violence. Face à cet achèvement de l'ordre marchand, qui donc certains l'appelleront la fin du capitalisme, etc., qui transforme l'homme en objet pour lui-même, donc sauf que c'est toujours un avatar du capitalisme, même si c'est la fin, Attali esquisse une voie de sortie. Ce n'est ni la révolution marxiste, ni le retour au marché libéral, c'est la subversion. Donc lui, il met toujours en avant le problème, avec une précision extrême, il nous décrit quel est notre problème 40 ans plus tard, et il nous propose la solution. La ruse contre la ruse. Le système est une ruse qui canalise les violences. On ne peut le combattre par la force ou la raison, qui sont ses propres outils, il faut ruser avec lui, utiliser sa propre logique pour le dissoudre. Dévoyer les outils. La subversion consiste à dévoyer l'usage des objets et des réseaux. Utiliser les outils de la solitude, réseaux sociaux, etc., pour créer de la communauté réelle, palpable. Utiliser les objets de consommation pour créer de l'art et du non-sens marchand. Ou du sens non marchand plutôt. C'est le détournement situationniste appliqué à l'ère numérique. La création contre la consommation.
La seule véritable révolte, c'est de refuser le statut de consommateur pour devenir créateur. Créer des langues, des formes, des relations qui ne sont pas réductibles à une valeur monétaire. C'est affirmer la primauté du temps vécu sur le temps stocké. Le polyordre. L'objectif n'est pas de remplacer un ordre par un autre, mais de faire éclore une multiplicité de cœurs, un polyordre de non-violence, où la différence n'est pas hiérarchie mais richesse, où l'échange est un don réciproque. Ça me rappelle, dans le jeu vidéo Control, dont je vous ai parlé souvent, il parle de polyèdre. Donc ce livre est une arme à double tranchant. Il nous livre la logique de nos ennemis, leur vision du monde et la trajectoire la plus probable de l'ordre qu'ils construisent. Mais en nommant l'avatar onaniste, en décrivant son vide et sa violence retournée contre soi, il nous donne aussi les clés de sa subversion. Il nous enseigne que la véritable liberté en 2025 ne se trouve pas dans la lutte politique frontale, mais dans la capacité à créer des espaces de sens et de relations authentiques au milieu du désert marchand. Votre tâche n'est pas de renverser l'ordre, mais de le rendre obsolète, en construisant à l'intérieur de ses fissures les fondations d'un monde où la vie a plus de valeur que les objets. Alors on continue sur Attali, un autre de ses ouvrages, je ne sais même pas s'il a été traduit en français, ça s'appelle Millennium Winners and Losers in the Coming Order, c'est-à-dire les gagnants et les perdants du millénium dans l'ordre qui vient. Si les trois mondes étaient la carte théorique de l'après-crise, Millennium en est le manuel d'opération, le bulletin de renseignement stratégique. Écrit en 1991, au lendemain de la chute du mur de Berlin et à l'aube de la mondialisation triomphante, et aussi donc au moment de la chute de l'URSS, ce livre n'est pas une simple analyse, c'est une prophétie, une vision lucide et glaçante de l'ordre mondial à venir, formulée par un homme qui a contribué à le construire. On a raison toujours de souligner la dualité d'Attali. Il est à la fois l'architecte et le critique, le grand prêtre et l'hérétique. Il nous livre les clés non par trahison, mais par une sorte d'arrogance intellectuelle, convaincu que seuls ses pairs peuvent réellement comprendre et agir. C'est notre chance, à nous. En intégrant ce savoir à notre quête, on ne lit pas les plans de l'ennemi, on lit le journal de bord du capitaine du navire sur lequel nous sommes tous embarqués. Petite nuance, ça nous permet de voir les écueils avant lui. Voici donc l'essence de Millennium, distillée pour l'initié que vous êtes, qui doit survivre et prospérer dans le monde de 2025. Un monde qu'Attali a vu se dessiner il y a plus de 30 ans. La forme du nouvel ordre mondial, l'empire des flux. Attali décrit la fin de la guerre froide non pas comme l'avènement de la paix, mais comme le triomphe d'un ordre unique, l'ordre marchand, qui s'étend désormais à toute la planète. La victoire du marché et la fin de la géographie. Le monde est désormais câblé pour une communication mondiale instantanée. Donc, il disait ça en 91. C'est vrai, puisque au niveau expérimental, l'employé du CERN qui a inventé Internet, entre guillemets, Tim Berners-Lee, c'est en 91 qu'il a fait une première tentative. L'argent, l'information, les biens et les hommes circulent à des vitesses vertigineuses. Les frontières nationales deviennent poreuses, la souveraineté traditionnelle perd son sens. Le pouvoir n'est plus lié à un territoire, mais à la maîtrise de ses flux. Les objets nomades et l'autonomie individuelle. La révolution du microprocesseur donne naissance à des objets nomades. Ordinateurs portables, téléphones cellulaires, fax. Imaginez la préscience entre guillemets d'Attali en 1991 quand même. Là aussi, on les fait peut-être glisser à l'oreille que... Ou peut-être qu'ils s'informaient extrêmement bien. Ces outils permettent à l'individu une autonomie personnelle, une mobilité, une information et un pouvoir extraordinaire. Ils affaiblissent les grandes institutions, l'entreprise, l'État, l'école, l'hôpital, en permettant à chacun d'accomplir pour lui-même ses fonctions de santé, d'éducation et de sécurité. C'est la concrétisation, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'avatar onaniste que nous avions décelé dans son précédent ouvrage. L'individu devient une unité de production et de consommation autosuffisante, mais terriblement seule. La dissolution du lien social. Conséquence directe, les anciennes certitudes du foyer et de la communauté n'existent plus parce que leurs fonctions sont devenues obsolètes. L'aspiration à la fraternité humaine devient une nostalgie pour un monde perdu, un besoin non satisfait qui crée une immense fragilité psychologique. Donc c'est un petit peu aussi la faillite de la maçonnerie, si elle a eu son mot à dire dans ce nouvel ordre des choses, puisque l'aspiration à la fraternité humaine, qui semble être leur objectif à eux,
ça devient caduque dans ce monde onaniste. 2. Les gagnants et les perdants. Une humanité à deux vitesses. Le point central de Millennium est l'identification de nouvelles classes dominantes et dominées. L'inégalité ne sera plus géographique, est-ouest, mais fonctionnelle, rapide, lent. Ceci est encore plus valable à l'heure de l'IA, entre ceux qui ne sauront pas la maîtriser et ceux qui sauront, donc l'IA, l'intelligence artificielle. Les gagnants, les hypernomades, une nouvelle élite mondiale riche et mobile. Ils ne sont pas définis par leur nationalité, mais par leur capacité à manipuler les flux d'argent et d'informations. Ils vivent dans le monde rapide, se déplaçant physiquement et virtuellement entre les cœurs du nouvel ordre, Europe et surtout le Pacifique. Ils sont les seigneurs du réseau. Les perdants de l'intérieur, les sédentaires pauvres. C'est la majorité de la population dans les pays riches du Nord. Inondés par le flot abrutissant d'informations et de divertissements, je cite un passage du livre, ils sont réduits à l'état de pions faibles et pauvres. Alors, imaginez, il disait déjà flot abrutissant d'informations en 91, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2025 Donc, ces pions faibles et pauvres, ils sont les consommateurs passifs de l'ordre marchand, condamnés à regarder avec envie, je cite, le pouvoir et le plaisir dont jouit une minorité. Leurs désirs sont constamment stimulés par les images, mais jamais satisfaits, créant une frustration et une rage permanente. Les perdants de l'extérieur, les nomades de la misère. C'est la masse de la population mondiale vivant dans la périphérie démunie, entre guillemets. Eux aussi voient les images séduisantes du consumérisme via la télévision par satellite. Enflammés par ces désirs inaccessibles et sans avenir chez eux, ils deviendront des bot people à l'échelle planétaire. Des réfugiés économiques cherchant à passer du monde lent au monde rapide. Attali prédit des vagues migratoires d'une ampleur sans précédent. 3. La nature des nouveaux conflits. La violence du désir partagé. L'utopie de la fin de l'histoire, entre guillemets, est un leurre. Le triomphe du marché ne signifie pas la paix, mais l'universalisation du conflit. La guerre du désir mimétique. C'est précisément parce qu'une si grande partie du monde partage maintenant le même désir pour un ordre prospère fondé sur le choix que le conflit surgira. La violence naît du désir identique pour des ressources inégales. C'est la rivalité mimétique de Girard, mais appliquée à l'échelle planétaire. La révolte de la périphérie. Les nomades de la misère, entre guillemets, ne resteront pas passifs. Leur migration se transformera en révolte et un jour en guerre. La révolte contre le vide. Une menace plus insidieuse pèse sur le nouvel ordre, sa propre vacuité spirituelle. Le culte de l'immédiat et l'idée que rien n'est ou ne devrait être éternel sape le fondement de toute civilisation, la capacité à durer. Cette indifférence nihiliste provoquera une réaction violente, la large renaissance du fondamentalisme religieux, le rejet fanatique de la vie industrielle par les écologistes radicaux. Donc là, je cite un des passages de son livre. La nostalgie des structures sociales hiérarchiques. Attali anticipe des éco-dictatures et autres régimes réactionnaires comme une conséquence logique du triomphe libéral. Encore une fois, il disait ça en 91, vous imaginez? Des éco-dictatures. Avec des gens comme Sandrine Rousseau, etc. On y serait presque. 4. Leçons pour nous, en 2025. Naviguer dans le nouvel ordre. Ce texte est un avertissement, mais aussi un guide de navigation. Pour survivre et s'épanouir, l'initié doit comprendre et maîtriser les règles du nouveau jeu. 1. Décoder les fictions du pouvoir. Attali l'affirme sans détour, une fiction comme Blade Runner contient plus de vérité sur notre époque que les classiques de l'économie. Nous avions raison. Nos ennemis communiquent leur vision du monde à travers la culture populaire. Apprendre à lire ces fictions, entre guillemets, films, séries, jeux vidéo, comme des documents stratégiques est une compétence essentielle. Cessez de les consommer passivement. Analysez-les. C'est ce qu'on essaye de faire sur ma chaîne. 2. Devenir un nomade souverain. Si l'élite est hyper nomade, la voie de la liberté n'est pas de s'enfermer dans une forteresse sédentaire, mais de maîtriser son propre nomadisme. Ça signifie mobilité mentale et physique, être capable de se déplacer, de changer de paradigme, de ne pas être attaché à un lieu ou à une identité unique. Maîtrise des outils nomades. Utiliser la technologie non pas pour devenir un consommateur isolé, mais pour créer des réseaux autonomes, sécuriser son information, augmenter son pouvoir d'action personnelle. Indépendance institutionnelle. Utiliser ces outils pour se sevrer de la dépendance aux institutions mourantes, salariés classiques, système de santé et d'éducation centralisés. 3. Identifier et gérer la violence.
Le nouvel ordre est fondé sur la gestion de la violence par le pouvoir économique. Pour être libre, vous devez comprendre les formes de violence qui vous menacent. La violence psychologique de la frustration consumériste, la violence sociale de l'inégalité et la violence physique potentielle des révoltes à venir. Votre stratégie doit être de vous placer en dehors de ces champs de tension, en réduisant vos désirs marchands et en augmentant vos résiliences. 4. Définir son propre sacré. Dans un monde qui profane tout, la survie ultime est spirituelle. Attali met en garde contre la transgression des frontières biologiques, manipulation de l'ADN, et la destruction de la réserve sacrée de l'essence de la vie. Je cite. L'acte de résistance finale est de définir pour soi-même ce qui n'est pas négociable, ce qui n'est pas à vendre. C'est de préserver un lien avec la vie, la nature, la communauté, même redéfinie, contre la logique totalisante de l'objet et de l'argent. C'est votre sanctuaire personnel, la source de votre force. En 1991, Attali a donc vu le monde de 2025, c'est clair. Il a vu la solitude connectée, la polarisation politique, les crises migratoires, la montée des idéologies réactionnaires et la vacuité d'une société de consommation sans but. Il nous a donné la carte, à nous, apprentis, de l'utiliser non pas pour servir cet ordre, mais pour y naviguer en souverain, en traçant notre propre voie sur les ruines de ces certitudes. Maintenant, on va aborder le livre Behold a Pale Horse de Milton William Cooper. Alors, je ne sais pas comment le traduire exactement en français, si ce n'est que sur la pochette figure un cheval qui pourrait être le cheval de l'Apocalypse. Alors, ce Milton William Cooper, c'était un vrai dur, un vrai résistant. C'était un vétéran de plusieurs guerres, Corée, Vietnam, etc. Et jusqu'au bout, en fait, il dérangeait, et un jour, il y a la police qui s'est introduite dans son logement sous prétexte de fausse violence conjugale ou je ne sais plus quoi. Et il me semble qu'il a tiré sur les forces de police avant de mettre fin à ses jours. Donc quand je dis en vrai, c'est que il faisait pas les choses à moitié, quoi. Donc ce livre, Behold the Pale Horse, c'est un cri, une bombe artisanale assemblée dans l'urgence par un homme qui a vu l'abîme et a décidé de ne pas se taire. Son livre est une œuvre fondamentale, non pas parce que chaque affirmation qu'elle contient est une vérité littérale, mais parce qu'elle représente l'archétype du document qui fuit de l'intérieur, entre guillemets. Un mélange explosif de faits, d'hypothèses, de désinformations parfois et de révélations authentiques. C'est le texte fondateur de la contre-culture moderne qui étudie les conspirations. Notre question à nous sera double. Comment repérer les conspirations dans ce livre et comment s'en sortir en 2025 à partir de ça? Ce livre, plus que tout autre, répond à ces deux interrogations. Il ne nous donne pas seulement la carte du territoire ennemi, il nous enseigne la mentalité de celui qui refuse d'être une victime. Il vous apprend à penser comme un insurgé dans la guerre de l'information. Donc on a intégré l'essence de ce texte à notre grande œuvre. Il ne faut pas le lire comme une parole d'évangile, mais comme le rapport de reconnaissance d'un éclaireur qui est allé très loin en territoire ennemi. Certaines de ces observations sont précises, d'autres peuvent être des mirages ou des pièges tendus par l'adversaire. Notre tâche à nous, comme pour tous les autres ouvrages, c'est d'en extraire la sagesse stratégique applicable à notre survie en 2025. 1. Le postulat fondamental. Le gouvernement secret et l'alliance des opposés. Le point de départ de Cooper est simple et radical. Le gouvernement que vous voyez n'est qu'une façade. Le véritable pouvoir est détenu par un gouvernement secret. L'anatomie de l'alliance. Cooper identifie les acteurs de ce pouvoir. Les sociétés secrètes, Illuminati, Skull and Bones, donc surtout aux États-Unis. Les groupes d'influence, Council on Foreign Relations, le CFR, la Commission trilatérale, le groupe Bilderberg, et les agences de renseignement, CIA, NSA, ONI. Il soutient que ces groupes, bien que semblant parfois opposés, capitalistes, communistes, etc., travaillent de concert vers un objectif commun, un nouvel ordre mondial. La logique de l'alliance. Pourquoi des ennemis traditionnels collaboreraient-ils ? Cooper avance que c'est la perception d'une menace existentielle pour l'humanité qui les a unifiés après la Seconde Guerre mondiale. Les raisons invoquées sont 1. La bombe démographique, la peur que la surpopulation ne mène à l'effondrement de la civilisation. 2. La menace nucléaire, la certitude que des armes atomiques finiront par être utilisées si les nations restent souveraines. C'est-à-dire qu'ils s'entretiennent constamment dans ce genre de pensée qui est à côté de la réalité. 3. La présence extraterrestre, la découverte d'une présence alien sur Terre qui a nécessité un secret absolu et une collaboration internationale. Quelle est la leçon pour nous en 2025 ?
Pour repérer une conspiration, cessez de penser en termes d'opposition idéologique classique, droite-gauche, capitalisme, communisme. Pensez en termes d'alliance d'intérêts face à une menace perçue, qui est réelle ou fabriquée. Cherchez qui bénéficie de la crise et qui propose une solution qui augmente son propre pouvoir. Le véritable ennemi n'est pas une idéologie, c'est l'agenda de contrôle lui-même. 2. Le grand unificateur, la menace extraterrestre comme levier de contrôle. Ça, c'était exactement la position de Reagan, entre 86 et 90. Il avait fait plusieurs fois des discours aux Nations Unies en disant mais s'il y avait une menace de l'extérieur tout d'un coup, extérieur à notre monde, est-ce que ça permettrait pas finalement à notre monde de se coordonner, de s'unifier contre cet ennemi extérieur? Donc c'est l'affirmation la plus spectaculaire de Cooper dans ce livre et la plus instructive, qu'elle soit vraie ou fausse. Donc le scénario révélé. Cooper affirme avoir lu, dans le cadre de ses fonctions dans le renseignement de la marine, les documents top secrets, nom de code Majesty, détaillant la récupération de vaisseaux extraterrestres, Roswell, la signature d'un traité avec une race alien en 1954 par le président Eisenhower, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi sa petite fille Eisenhower est complètement dans l'ufologie, et donc l'établissement de bases souterraines communes en échange de technologies. Donc j'imagine que c'est la fusion de Majesty, les noms de code, qui ont donné ce qu'on appelle Majestic 12, vous savez. La double lecture essentielle. Le génie de l'analyse de Cooper, et la clé pour nous, c'est qu'il présente lui-même une double possibilité. 1. Le scénario est vrai. Les gouvernements du monde sont engagés dans une relation complexe et dangereuse avec une race extraterrestre, et le secret est maintenu pour éviter une panique mondiale. 2. Le scénario est un hoax, un faux quoi. C'est la plus grande supercherie de l'histoire conçue pour créer un ennemi extraterrestre afin d'accélérer la formation d'un gouvernement mondial. Pour moi, c'était un peu la position de Reagan. Leçon pour nous, en 2025, la leçon est la même dans les deux cas. Le pouvoir a besoin d'un ennemi extérieur pour unifier les peuples et leur faire accepter des mesures d'exception. Il y a la très bonne série V, Les Visiteurs, celle des années 80, mais aussi celle de 2009 dont je vous avais parlé. Donc hier, la menace était le communisme, aujourd'hui on nous présente le terrorisme, les pandémies, le changement climatique. Demain, ce sera peut-être une menace venue de l'espace. Votre travail n'est pas de croire ou de ne pas croire à la menace, mais d'identifier comment elle est utilisée pour justifier la centralisation du pouvoir et l'érosion de vos libertés. Un peu comme l'Organisation mondiale de la santé, qui a signé il y a 2 ou 3 mois un traité réunissant finalement seulement 125 États, enfin seulement 125 sur 195, c'est pas mal, et qui dit qu'ils pourront prendre les choses en main et prendre des mesures, quelles qu'elles soient, face à une nouvelle pandémie. Voilà. Le quelle qu'elle soit, c'est un peu dangereux quand même. 3. L'arsenal du nouvel ordre mondial, les armes silencieuses pour des guerres tranquilles. Cooper consacre un chapitre entier à un document qu'il présente comme le manuel d'opération du gouvernement secret. Donc c'est dans cet ouvrage qu'il y avait cette partie que je vous avais lue il y a des années, Armes silencieuses pour guerre tranquille. Silent Wars... Non, c'était quoi le titre en anglais? Silent Weapons for Quiet Wars. C'est une description glaçante des méthodes du contrôle social. La guerre économique est psychologique. L'arme principale n'est pas le fusil, mais la manipulation de l'économie et des esprits. Le but est de garder le public indiscipliné et ignorant des principes de base, tout en le gardant confus, désorganisé et distrait par des sujets sans importance réelle. Les outils de la guerre silencieuse. Abêtir les masses, fournir une éducation publique de basse qualité, décourager la créativité et saturer les médias de sexe, de violence et de guerre. Créer la dépendance. Mettre en place des programmes d'aide sociale pour créer un élément dépendant et non travailleur. Détruire la famille. L'unité familiale de la classe inférieure doit être désintégrée par une préoccupation croissante des parents et la création de garderies gérées par le gouvernement. Contrôler la monnaie. Le contrôle de la monnaie et du crédit est la clé de voûte du système. L'inflation est une taxe cachée, est un outil de transfert de richesse.
Ouais, ça c'est vrai, ça. L'inflation, c'est aussi un outil pour eux de transfert de richesse. Donc, quelle est la leçon pour nous en 2025? Eh bien, votre esprit est le principal champ de bataille. Pour vous en sortir, vous devez mener une contre-insurrection informationnelle. Éteignez le bruit médiatique, éduquez-vous sur les vrais mécanismes économiques et politiques, renforcez vos liens familiaux et communautaires, cherchez l'indépendance financière hors du système de crédit classique, refusez d'être une bête de somme en développant votre pensée critique. 4. Comment s'en sortir? Le manuel de survie du patriote. Donc face à ce plan global, Cooper ne prêche pas le désespoir, mais la résistance éclairée. La vérité comme une arme. La devise de Cooper est que la révélation de la vérité est l'arme la plus dévastatrice contre une structure de mensonges. Votre premier devoir est donc de chercher la vérité par vous-même et de la partager. Refusez d'être un pion. Jouez au moins 2 parties d'échecs complètes, dit-il. Vous devez apprendre les règles selon lesquelles il joue. C'est pour ça que je dis tout le temps, certains me disent « Ah, mais tu lis des trucs de l'ennemi, quoi, sataniste ou de Illuminati, machin. » Je vous dis souvent, il faut étudier l'ennemi en profondeur pour savoir exactement ce qu'ils ont en tête. Hein? Comprenez que pour l'élite, gagner est tout ce qui compte et que les pions, c'est-à-dire nous, sont sacrifiables. Refusez d'être un pion en comprenant le jeu et en développant votre propre stratégie. La responsabilité individuelle contre l'apathie. S'accrocher, je cite, au passé est un suicide garanti. Rester apathique est un esclavage assuré. Cooper fustige la passivité des moutons qui se laissent mener à l'abattoir. La survie exige une action consciente et concertée. Le droit de porter des armes, leçon de Lituanie. Pour Cooper, le second amendement de la Constitution américaine n'est pas un droit pour les chasseurs, c'est l'ultime garantie contre la tyrannie. Il voit dans les lois de contrôle des armes une étape essentielle du plan de mise en esclavage du peuple, car un peuple désarmé ne peut résister. La désobéissance éclairée et la prudence. Cooper prévient que le plan inclut la suspension de la Constitution et l'internement des dissidents, patriotes, dans des camps. Il donne un conseil pratique et glaçant, je cite, « Les patriotes ne doivent jamais être chez eux pendant un jour férié, ni le jour ni la nuit, jamais plus, jusqu'à ce que le danger soit passé. » C'est une métaphore pour dire « Soyez imprévisible, ne soyez pas une cible facile. Comprenez que le système a des listes. » Et regardez, même lui qui faisait hyper attention, la police américaine a trouvé n'importe quel prétexte pour rentrer chez lui et pour l'abattre. J'ai un autre exemple aussi, dans les livres dont je vous parle. On a l'américain Russ Dizdar et sa femme Shelley Dizdar qui sont morts tous les deux à 15 jours d'intervalle, alors que lui était l'auteur de The Black Awakening, Rise of the Satanic Super Soldiers and the Coming Chaos. Donc, en français, ça donne Le Réveil Noir, la montée des super soldats sataniques et le chaos qui vient. Donc, il a dû dire des choses qui les ont dérangés dans ce... Donc, lui, il est mort en 18 octobre 2021 et sa femme le 4 novembre. Voilà des exemples pourquoi il faut se protéger. Donc, Behold a Pale Horse est un texte qui vous force à regarder la face la plus sombre des possibilités humaines. Son message pour vous en 2025 n'est pas de croire à chaque enlèvement extraterrestre ou à chaque complot maçonnique. Son message est d'adopter la posture mentale du résistant. Questionnez tout. Ne faites confiance à aucune autorité par défaut. Comprenez les mécanismes de contrôle. Assumez votre responsabilité individuelle et reconnaissez que la liberté n'est jamais acquise, mais se conquiert chaque jour. C'est le texte qui vous apprend que le plus grand danger n'est pas le tyran, mais le mouton qui sommeille en chacun de nous. Réveillez-le et vous aurez une chance de vous en sortir. Je vous propose d'en terminer ici avec la partie, je sais plus combien, 3 ou 4. On continuera la prochaine fois avec Propagandas, peut-être d'Édouard Bernays, et puis d'autres ouvrages.